18h41, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, toujours avec Sabrina Medjeber, Sarah Salman et Eric Revel. On a le plaisir d'accueillir Sonia Mabrouk. Bonsoir Sonia. Bonsoir Laurent. Bienvenue dans cette Merci émission. Beaucoup. Très heureuse de vous accueillir pour ce livre « Et si demain tout s'inversait » qui m'a beaucoup touchée, que j'ai lu d'une traite, et je vous l'ai dit, et qui est une fiction qui n'en est pas une en réalité. Vous partez du principe que nous, Européens, dans ce livre, nous devions émigrer, nous devions traverser la Méditerranée sur des embarcations de fortune avec nos enfants sous le bras, à nos risques et périls pour fuir la guerre qui sévirait en Europe, une guerre que vous imaginez menée par les Russes. Et qu'est-ce qui se passerait quand nous arrivons sur les côtes africaines? Cette mise en abîme du problème de l'immigration, qui est un véritable problème pour l'Union européenne, est très éclairante. Pourquoi est-ce que vous êtes parti de ce postulat d'inverser les choses? Et si demain tout s'inversait, Sonia? Vous avez dit exactement le mot, l'expression, c'est une mise en abîme. C'est un sujet, l'immigration, puis son corollaire, l'assimilation et l'intégration, dont nous parlons ici même et dans les autres médias quasiment tous les jours. On en parle à travers des chiffres, des nombres, à travers malheureusement des naufrages, puisque la Méditerranée est devenue un véritable cimetière à l'onde des La Manche aussi, malheureusement. Évidemment. Et donc j'ai voulu inverser le paradigme, c'est-à-dire voir comment l'Européen, l'Occidental se comporterait si justement il devait tout quitter, s'exiler, partir et choisir finalement d'assurer la sécurité de ses enfants, de ses familles, ou alors de s'assimiler complètement en terre d'islam. C'est une injonction qui va lui être soumise, et j'ai imaginé deux familles, une famille française catholique, une famille française juive, et qui vont se retrouver dans un pays imaginaire de l'autre côté de la Méditerranée, avec les affres de la douleur de l'exil, avec la vie dans les camps, et avec aussi des nations, Laurence, qui vont être jalouses en fait de leur identité et de leur culture, qui vont vouloir protéger aussi leur histoire. Et qui vont leur demander d'abdiquer complètement ce qu'ils sont, leur identité, d'où ils viennent. C'est très intéressant parce que les personnages que vous avez mis en place, il y a une mère de famille, n'importe quelle mère de famille se met dans la peau de cette femme qui perd tout et qui part avec son mari et ses enfants pour échapper à la guerre sur le sol européen. Il y a deux thèmes qui me semblent majeurs et qui sont portés par ces personnages qui font face à des choix existentiels. C'est le sentiment d'appartenance à une nation. Et entre ce sentiment d'appartenance et le sentiment de fidélité ou d'attachement à ses origines, parfois il y a un fossé. Malheureusement en France, pour certaines personnes, pour certains individus, de plus en plus il y a un fossé. Donc c'est ce qui m'a intéressée aujourd'hui, comment on comble ce fossé. Et si l'Européen était à la place de ce migrant, que ferait-il? Résistance ou allégeance? Est-ce que vous abandonneriez facilement votre culture, tout ce qui, les héros, votre panthéon, vos fiertés, votre sentimentalité, vos voisinages, vos mœurs, vos codes culturels? Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de mettre de côté votre bagage culturel et de vous assimiler? Eh bien, dans ce livre, les pays du Sud ne laissent pas le choix, alors qu'aujourd'hui, en Occident et en Europe singulièrement, c'est beaucoup plus compliqué de parler d'assimilation. Et évidemment, et on ne dévoile pas la fin du livre parce que c'est évidemment très important que les lecteurs et les lectrices aillent jusqu'au bout. On va juste écouter un témoignage qui nous a interpellés il y a quelques jours. C'est un migrant soudanais qui tente de passer en Grande-Bretagne. Et c'est vraiment le chemin que vous imaginez faire en sens inverse, en réalité, avec nous. Écoutez ce qu'il dit parce qu'on sent que rien ne les arrêtera. En réalité, ils veulent aller là en Angleterre. Écoutez-le. Oui, j'ai peur. Tout le monde ici a peur, mais nous devons prendre ce risque parce que nous voulons atteindre le Royaume-Uni. Il n'y a pas d'autre moyen. Aucune organisation ne nous aide. Voilà, pour cette détermination absolue. Ça serait la même chose pour vous si c'était des Européens qui partaient vers les côtes africaines? En tous les cas, d'imaginer cette inversion, l'inimaginable n'est pas pour moi impossible dans un monde aussi instable. Et je voulais vraiment que des personnages soient confrontés à sa douleur tenace de l'exil, mais aussi à des préjugés de l'autre côté de la Méditerranée qui existent par rapport justement à ces migrants subsahariens, puisque ces pays de la Méditerranée aujourd'hui, qui étaient des terres de transit, sont devenus des terres d'immigration. Et le sujet le plus important pour moi, c'est aujourd'hui comment on fait pour assimiler des individus qui parfois sont très éloignés culturellement du pays d'accueil. Je ne dis pas que cette personne qui vient de s'exprimer l'est, mais de fait, un étranger qui arrive avec son bagage culturel et on ne peut pas le lui reprocher. Il arrive avec tout un panthéon, il arrive avec son histoire. L'assimilation, c'est pas de dire vous effacez cette histoire, non, mais c'est de partager les héros et de partager le passé, le patrimoine finalement du pays d'accueil. Et je pense que l'assimilation aujourd'hui est une nécessité anthropologique, qu'on l'a mise de côté et que c'est de salut public
que les politiques d'abord, mais j'allais dire nous tous, à différents niveaux de l'État, on s'empare de ce sujet qui, je le rappelle au passage, n'est pas une valeur, mais peu importe, hein, pour moi c'est transpartisan, n'est pas une valeur de droite. L'assimilation est une valeur de gauche, ça l'a toujours été depuis la Révolution française et même avant, mais ça a été dévoyé dans notre pays. On se rappelle de Michel Rocard qui à l'époque disait on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. On va écouter ce petit extrait et après je vais passer la parole à nos invités qui ont plein de questions pour vous. Michel Rocard à l'époque. Les problèmes de la pauvreté en France. Car en plus, nous viendrons au problème d'immigration dans son ensemble. Il faut lutter contre toute immigration nouvelle. À 4 millions, un peu plus, 4 200 000 étrangers en France, nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde. Ce n'est pas possible. Et pour ceux qui, chez nous, vivent mal, parce que leurs quartiers sont dégradés, parce qu'ils n'ont pas de formation, pas d'emploi, pas de logement, qu'ils soient français ou étrangers, là est la politique d'intégration de tous les démunis de la société française. 1989, Michel Rocard pose un diagnostic qui est inchangé. Lucide, paix à son âme, mais malheureusement, il doit se retourner dans sa tombe quand il voit une partie de la gauche aujourd'hui, pour qui justement accueillir encore et encore est soi-disant un projet généreux, alors que c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, plus vous laissez entrer de monde sur le sol européen ou français, moins vous avez de chances d'assimiler les millions de Français. Vous leur donnez pas de chance justement de s'assimiler. Donc à l'inverse, c'est un projet qui n'est pas généreux et qui n'est pas assimilationniste. Donc oui, il avait raison, bien avant l'heure. C'est la gauche républicaine et lucide éclatante. Il nous manque tant. Sabrina Medjeber, une question à Sonia Mabrouk. Oui, bonjour ma chère Sonia. Je suis évidemment en total accord avec l'espérance portée par ce livre et même avant l'espérance, les questionnements qui sont liés justement à cette croisade anthropologique de personnes qui ont vécu sous le joug du référentiel occidental à travers le sécularisme, l'individualisme, la liberté, la laïcité également. Et donc je m'interroge sur finalement quelle serait la solution politique à apporter lorsque l'on sait que depuis en réalité des dizaines d'années, la France, avant même de réfuter ce modèle assimilationniste, elle s'est détruite par tous les contingents qui la maintenaient, si vous voulez, en vie, c'est-à-dire l'assimilation implacable par l'école de la République française. Or, on voit et on assiste que d'année en année, l'école est prise en otage par l'islamisme. C'est d'ailleurs même Michel Tribala qui l'a écrit que la fin de l'assimilation arrivait ou arriverait justement suite à cette donne que l'on a installé volontairement par le biais du politique local, c'est-à-dire le communautarisme organisé méthodiquement dans les quartiers, mais également par une parole au plus haut sommet de l'État. Lorsque je me souviens d'une interview du président de la République, Sonia, Sabrina, il disait que finalement il fallait revoir cette idée d'intégration culturelle en optant pour une option plus libérale qui est celle de l'inclusion. Alors la question c'était quoi ? Alors allez-y Sonia. C'est quelle est finalement la solution politique quelle solution politique ? Cette donne anthropologique de l'assimilation. Mais vous savez mieux que moi ici même que parfois nommer les choses contribue peut-être à avancer dans la solution du problème. Par exemple, on ne parle plus d'assimilation. On est passé de l'assimilation à l'intégration, à la société inclusive. On dit aujourd'hui « venez comme vous êtes ». Moi, je pense aujourd'hui que c'est le pire slogan. On dit « venez comme vous êtes », c'est-à-dire venez avec votre bagage culturel, avec vos codes culturels, avec vos mœurs. Donc, vous ne pouvez pas faire partie d'un commun. En réalité, il n'y a pas de projet plus, j'ose le mot, teinté de racisme aujourd'hui que de dire venez comme vous êtes. Le droit à la différence, c'est l'inverse de l'assimilation. Donc commencez déjà à assumer l'assimilation. Et puis je vais vous répondre d'un point de vue un peu charnel et sentimental. Moi j'aime ce pays parce qu'il m'a permis de m'accomplir modestement. Et donc je pense que la nation c'est un lien amoureux à un moment. Et qu'un pays ne doit pas donner... Un pays ne doit pas faire pitié, il doit donner envie. On doit aimer ce lien avec ce pays. Moi, j'aime la France, j'ai envie de préserver une unité culturelle, mais vous savez, j'ai la même envie en Tunisie. En Tunisie, je suis également tunisienne, je suis franco-tunisienne. J'ai envie que mon pays préserve son unité. Et donc, je suis tout à fait d'accord qu'il y ait dans ces pays-là un projet assimilé. Sarah Salman, une question, Éric Revel. Dans le débat public, les mots sont interchangeables. Et vous, comment vous distingueriez l'assimilation de l'intégration ? Parce qu'on voit certains politiques qui emploient finalement l'un pour l'autre. Et est-ce que, au travers ce livre, vous donneriez une version différente que ce que vous auriez pu donner avant ? Je dirais que l'intégration, c'est extrêmement technique. L'intégration s'intègre par le travail, on s'intègre par le domicile qu'on a, on s'intègre par les papiers. Moi, je n'utilise pas l'expression français de papier, mais c'est un fait. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'individus qui sont... naturalisés, mais qui ne sont pas acculturés. Or, l'assimilation, c'est autre chose. C'est vous dites à l'autre, écoutez, on peut non pas vivre face à face,
on peut vivre côte à côte. Moi, je préfère un être ensemble qu'un vivre ensemble. Et on peut partager les codes culturels. Mais on ne vous demande pas d'être un clone culturel. On vous demande un minimum, c'est-à-dire de partager, si vous voulez, même à travers l'histoire, d'être triste pour les défaites françaises, d'être heureux quand il y a des victoires et des gloires françaises. Mais ça on ne peut pas l'imposer à l'autre, contrairement à l'intégration. Mais là, on n'en est même pas à être en train de l'imposer. On l'a totalement déconstruit. Vous avez totalement. Totalement. Notamment à l'école. Sonia Mabrouk. Encore ton livre, Sonia, donc je vais le faire. Je trouve l'idée romantique. Je trouve l'idée romantique. Une migration. Je suis une grande romantique. Non, mais une migration nord-sud. Oui. On a déjà eu des choses comme ça. Le mouvement des Acadiens sûr. qui sont partis des côtes atlantiques françaises pour les États-Unis. Je pense aussi aux Pieds Noirs. Alors eux, ils ont fait le chemin inverse, les Pieds Noirs, qui eux ont vécu douloureusement l'abandon de leurs racines en partie, et puis l'accueil qu'ils ont eu en France. Comment ? Mais alors, je trouve l'idée romantique est très intéressante. C'est vrai que je n'avais pas pensé à vu les choses comme ça, mais j'y vois un obstacle majeur. C'est que la migration se fait sud-nord pour l'instant parce que les conditions économiques sont nettement meilleures au nord qu'au sud. C'est pour ça qu'au-delà de l'idée romantique, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse avoir des Occidentaux qui fuient dans des pays... J'entends. Sauf, surtout en terre d'islam, et d'ailleurs beaucoup m'en font la remarque, sauf si, et là ce n'est pas à exclure, parce que... vous dites romantisme et une part d'imagination, mais je suis partie de déclarations. Moi, je suis partie des déclarations de Madame Ursula von der Leyen, il y a encore quelques mois, qui affirmait que la guerre pouvait très bien se propager à toute l'Europe. Oui. J'ai vu ce qu'a publié le Financial Times. Ce sont des documents militaires russes qui ciblent des infrastructures françaises. J'entends, mais à partir du moment où vous n'avez plus le choix, ce n'est plus l'aspect économique qui va vous guider, c'est l'aspect sécuritaire. C'est où est-ce que vous mettez en sécurité votre famille. Vous ne pouvez plus prendre l'avion, vous ne pouvez pas aller dans des destinations très lointaines, vous traversez la Méditerranée pour être en sécurité, vous arrivez dans des pays qui vous disent, écoutez, très bien, vous pouvez rester, mais à une condition, parce que l'autre problème, c'est que les Acadiens, un autre siècle, ou les Pieds Noirs, ils se sont assimilés aux pays qui les accueillaient. Complètement. Mais Éric, qui étaient les premiers assimilés en France ? Les migrants italiens, polonais, espagnols, ils se sont assimilés. Mais en France, les premiers assimilés étaient les Français. Les Normands, les Bretons, etc., à qui on a dit, de manière même assez ferme, assez dure, c'est comme ça. Sonia Mabrouk, dans votre livre, un des personnages dit « Le judéo-christianisme a fait son temps, emporté par une vague nihiliste qui n'a rien laissé sur son passage ». C'est pas de la science-fiction complètement, ça. Écoutez, souvent, quand on parle des civilisations, moi j'entends dire les civilisations et la civilisation judéo-chrétienne peut mourir, elle est en phase terminale. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne saurais pas dire. Ce n'est pas de ma compétence. Par contre, je ressens à mon niveau individuel et personnel un épuisement, une usure. C'est-à-dire que vous avez des sociétés nihilistes, centrées sur l'ego. Vous avez l'homme sable, l'homme mousse, à qui on peut faire toutes les contorsions. Et en face, c'est une réalité, c'est ma culture, je la connais, c'est ma religion que j'aime et que je respecte. Eh bien, vous avez une communauté, un objectif qui s'appelle l'Oumma, qui promet stabilité, constance, sérénité. Alors vous avez quelque chose qui est en dur par rapport à quelque chose qui peut s'effriter ou qui est en train de s'effriter. Mais le choix est vite fait quand vous n'avez pas les bases, les acquis et les codes culturels du pays d'accueil. C'est-à-dire que nos sociétés sont menacées de disparition. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai appris à m'assimiler, si je puis dire, par la langue, par la littérature, par l'école. Et je conçois que d'autres n'ont pas cette chance. Il y en a certains qui ne veulent pas du tout s'assimiler. Et là, c'est une volonté véritablement sécessionniste, c'est un projet sécessionniste. Mais ceux qui n'arrivent pas en conquérant sur le sol français et à qui on ne propose pas un projet assimilationniste, eh bien, j'ose dire que c'est mortifère. Et en particulier la droite ou la gauche, mais la gauche, véritablement. Je trouve qu'aujourd'hui, l'antiracisme, le véritable antiracisme, c'est l'assimilation en réalité. Il n'y a pas plus généreux que de dire à l'autre, mais bien sûr, tu peux être là, tu peux partager les mêmes choses, on peut avoir le même objectif, d'où que tu viennes, n'importe quel pays, n'importe quelle origine, sois fier d'être français. Tout en respectant ses différences. Oui, mais ne pas en faire c'est pas du prosélytisme, le droit à la différence. Vous voyez, et il faut le vivre tout à fait normalement. Il ne faut pas le porter comme un étendard, me semble-t-il. Sonia Mabrouk était dans Punchline sur CNews Europe 1. Merci beaucoup du cœur. Et si demain Florence. tout s'inversait, résistance ou allégeance lors des décroisades est-elle venue aux éditions Fayard, un livre que nous recommandons à nos auditeurs et nos téléspectateurs. Merci à vous tous d'avoir suivi notre édition. Pierre de Villeneuve nous attend sur Europe 1. Bonsoir Pierre, qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir ?